Mardi matin, sans bruit, un décret a tout fait basculer. En quelques heures, des camions bloqués, des importations agricoles interdites et une économie sommée d'encaisser un choc estimé à 2,7 milliards de dollars, là où l'Occident prédisait l'effondrement. Que signifie ce pari pour ceux qui mangent, sèment et vendent au quotidien? Et pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi le silence plutôt que le spectacle? Une graine venait d'être plantée. Ce récit promet d'expliquer comment une décision agricole est devenue un test national de souveraineté et pourquoi ses conséquences dépassent largement les champs et les récoltes. Pour le public, l'enjeu est clair. Comprendre en 10 minutes ce qui se joue quand un pays renonce volontairement à une dépendance installée depuis des décennies. Derrière l'annonce, il y a un risque immédiat: pénurie, hausse des prix, pression internationale. Mais il y a aussi un pari stratégique, celui de transformer une vulnérabilité structurelle en levier politique et social. Ibrahim Traoré n'a pas présenté ce choix comme une réforme technique, mais comme une rupture de contrat invisible liant les agriculteurs burkinabés à des semences et engrais qu'ils ne contrôlaient plus. La question n'est donc pas seulement de savoir si l'agriculture pouvait survivre sans intrants occidentaux, mais si un État pouvait redéfinir seul les règles de sa sécurité alimentaire sans perdre sa cohésion interne. 6 mois après l'interdiction, le scénario redouté ne s'est pas matérialisé. Malgré une perte commerciale annoncée de 2,7 milliards de dollars, la production locale a commencé à compenser une partie du choc. Là où les analystes prévoyaient une rupture alimentaire rapide, les récoltes de mil, de sorgho et de légumineuses indigènes ont maintenu un niveau de stabilité inattendu. Ce décalage entre prévision et réalité constitue le premier révélateur. Ibrahim Traoré n'a pas agi dans un vide historique, mais dans un contexte où l'agriculture burkinabé dépendait depuis des décennies de semences importées, souvent non replantables, et d'engrais chimiques coûteux. Ce modèle liait les agriculteurs à des chaînes d'approvisionnement extérieures qui décidaient des cultures, des calendriers et des débouchés. La décision présidentielle a donc rompu un mécanisme ancien, remplacé une logique d'optimisation marchande par une logique de contrôle local au prix d'une transition brutale. Ce choix a redéfini le rôle de l'État, passé de facilitateur d'importation à organisateur d'une reconquête agricole, tout en exposant immédiatement le pays aux critiques internationales et aux tensions internes. Dans cette transition, le changement ne s'est pas d'abord mesuré en statistiques, mais en trajectoires individuelles. Dans les zones rurales, des agriculteurs ont dû redevenir expérimentateurs sur leurs propres terres après des années d'application de méthodes importées. Yacouba, cultivateur depuis plus de 60 ans dans une province centrale, est souvent cité comme figure de ce basculement. Il ne parlait ni de politique ni de commerce international, mais d'une mémoire agricole transmise avant l'arrivée des semences industrielles. Les premiers impacts ont été concrets et immédiats. Les champs, longtemps dépendants d'intrants chimiques, ont exigé un travail plus intensif et plus collectif. Les agriculteurs ont appris ou réappris à produire du compost à partir de fumier, de cendres et de résidus végétaux. Des techniciens et des agronomes ont circulé entre les villages pour accompagner cette transition, non pas comme fournisseurs, mais comme relais de savoir-faire. Dans les familles, les enfants ont été intégrés aux travaux agricoles, non par nécessité économique immédiate, mais parce que la production redevenait un projet commun. Cette implication a modifié la perception du travail agricole, moins vu comme une contrainte isolée que comme une responsabilité partagée. Le résultat, à court terme, n'a pas été une abondance soudaine. Les rendements sont restés incertains, parfois inférieurs aux standards précédents. Mais un changement plus subtil s'est opéré.
La décision de cultiver n'était plus dictée par un contrat externe, mais par un choix local. C'est dans cette phase précoce que la réforme a pris une dimension symbolique, transformant une politique nationale en expérience vécue, où chaque parcelle devenait un test de confiance collective. Tout commence par un acte administratif bref, presque clinique, un décret signé puis transmis sans mise en scène. En amont, les postes de contrôle reçoivent l'ordre de bloquer les camions chargés de semences et d'engrais occidentaux. Avant, ces convois entraient régulièrement dans le pays, rythmaient les saisons et conditionnaient les semis. Après, ils deviennent des fils immobiles, moteurs coupés, chauffeurs en attente d'instructions définitives. La réaction internationale arrive rapidement. Des experts alertent sur une famine inévitable. Des entreprises suspendent leurs contrats. Des institutions financières qualifient la décision de nationalisme agricole. À l'intérieur du pays, la séquence est différente. Les radios locales diffusent de nouveaux messages appelant à cultiver avec le sol plutôt que contre lui. Des réunions villageoises se tiennent pour répartir semences locales, eau et main-d'œuvre. Ibrahim Traoré s'adresse peu à la nation, laissant les administrations et les collectivités porter l'effort opérationnel. Cette retenue contraste avec la tension extérieure, où chaque communiqué occidental renforce l'idée d'un pari dangereux. Le point de bascule intervient lorsque la transition cesse d'être perçue comme provisoire. Les coopératives locales se multiplient, des bibliothèques de semences rouvrent, et des groupes de femmes commencent à produire et vendre du compost naturel. Ce passage de la contrainte à l'organisation marque le début des répliques durables de la décision initiale. Ce qui était présenté comme une rupture brutale se transforme progressivement en enchaînement d'initiatives locales dont la somme redéfinit la trajectoire agricole du pays. Avant l'interdiction, le Burkina Faso dépendait massivement des importations agricoles. Après 6 mois, la production locale a commencé à combler une partie du manque. Le premier indicateur est commercial. Une perte annoncée de 2,7 milliards de dollars liée à l'arrêt des importations a été partiellement compensée par environ 4 milliards de dollars de valeur agricole produite localement, un écart qui traduit un déplacement rapide de la source de richesse plutôt qu'une disparition totale. Ce chiffre ne signifie pas une prospérité immédiate, mais il indique que le système n'a pas basculé dans l'effondrement anticipé. Un second indicateur concerne les prix. Dans les premières semaines, le coût du riz et du maïs importés a doublé sur certains marchés, signal d'une tension réelle sur l'offre. Cette hausse a ensuite cessé de s'accélérer, non parce que les produits importés sont revenus, mais parce que les céréales locales ont pris une place plus visible dans la consommation quotidienne. Ce ralentissement suggère une adaptation progressive des habitudes alimentaires plutôt qu'un simple choc temporaire. Enfin, le calendrier compte. En moins de 6 mois, des terres jugées appauvries ont été remises en culture avec des semences indigènes et des fertilisants naturels. Cette rapidité est centrale dans le raisonnement d'Ibrahim Traoré. La transition n'était viable que si les effets positifs apparaissaient avant que la fatigue sociale ne s'installe. Pris ensemble, ces éléments ne prouvent pas un succès définitif, mais ils établissent un delta clair entre les prédictions initiales et la trajectoire réellement observée. Les critiques les plus solides ne portent pas sur l'intention, mais sur la durabilité. Premier argument, une agriculture sans intrants importés risquerait de plafonner avec des rendements insuffisants pour une population en croissance. Selon cette lecture, le retour aux semences locales ne pourrait répondre qu'à court terme, au prix d'une baisse structurelle de productivité. Deuxième argument, l'isolement. En rompant avec des fournisseurs occidentaux, le Burkina Faso s'exposerait à des sanctions indirectes, à une raréfaction des financements et à une
Vulnérabilité accrue face au choc climatique. La réponse observable ne nie pas ces risques, mais les recontextualise. Les rendements n'ont pas d'exploser, mais la diversité culturelle a réduit la dépendance à une seule chaîne d'approvisionnement. Cette pluralité agit comme amortisseur plutôt que comme accélérateur. Quant à l'isolement, il n'a pas été total. La coopération régionale et l'intérêt d'autres pays africains ont partiellement compensé le retrait occidental. Ibrahim Traoré a ainsi déplacé le débat. La question n'est plus d'atteindre une performance maximale immédiate, mais de réduire la fragilité systémique. Dans cette optique, la décision apparaît moins comme un rejet absolu que comme une redéfinition du seuil de risque acceptable. À ce stade, la décision cesse d'être seulement agricole et change de registre. Ce qui se révèle, c'est que le cœur du projet n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la capacité d'un État à mobiliser sa société autour d'un objectif commun sans levier financier externe dominant. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme gestionnaire de crise que comme catalyseur d'un récit national où la Terre sert de point d'ancrage partagé. Ce déplacement modifie les rapports de force. À l'intérieur, l'effort collectif rend socialement coûteux tout retour en arrière rapide. À l'extérieur, il complique la pression classique par l'aide ou les contrats, car la politique ne repose plus uniquement sur des flux financiers, mais sur une adhésion symbolique déjà installée. La réforme franchit ainsi un seuil invisible. Elle n'est plus réversible à court terme sans remettre en cause la cohérence même du discours étatique. Pour l'État, la première conséquence a été budgétaire et politique. La perte des importations a réduit certaines recettes et accru la pression sur les réserves, mais elle a aussi renforcé la marge de manœuvre décisionnelle. En redéfinissant les priorités agricoles, l'administration a gagné un levier de coordination interne qu'elle ne possédait pas auparavant. Ibrahim Traoré a ainsi transformé une contrainte économique en outil de pilotage national. Pour les entreprises et les acteurs économiques locaux, l'effet a été ambivalent. Les importateurs liés aux circuits occidentaux ont vu leurs activités ralentir brutalement. En parallèle, des coopératives, des transformateurs locaux et de petites structures de distribution ont émergé pour répondre à une demande nouvelle, plus courte et plus territorialisée. Ce déplacement a fragmenté le marché, mais il a aussi réduit la dépendance à quelques acteurs dominants. Pour les ménages, l'impact s'est d'abord ressenti dans les habitudes quotidiennes. La hausse initiale des prix a contraint certains foyers à modifier leur alimentation, en privilégiant des céréales locales moins coûteuses. Cette adaptation n'a pas été indolore, mais elle a progressivement stabilisé la consommation, en l'alignant davantage sur les capacités de production nationale. Dans les zones rurales, cette évolution a renforcé le lien entre production et subsistance, réduisant la distance symbolique entre le champ et l'assiette. Enfin, à l'échelle régionale et internationale, le signal a dépassé le cas burkinabé. Des pays voisins ont observé l'expérience comme un test grandeur nature, tandis que des partenaires extérieurs ont compris que la décision n'était pas un simple geste tactique. Ibrahim Traoré a inscrit le Burkina Faso dans un débat plus large sur la souveraineté alimentaire où les choix locaux peuvent résonner bien au-delà des frontières. Dans un scénario de base, la trajectoire actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les rendements restent modestes mais stables, et l'organisation collective continue de compenser l'absence d'intrants importés. L'État ajuste progressivement ses mécanismes de soutien, tandis que la population intègre durablement des habitudes alimentaires plus locales. Cette option n'apporte pas de croissance spectaculaire, mais elle consolide le socle de la réforme. Un scénario plus optimiste repose sur l'apprentissage accéléré. Si les techniques agroécologiques se diffusent plus largement et si la coopération régionale s'intensifie,
La productivité pourrait augmenter sans retour massif aux importations occidentales. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso deviendrait une référence continentale et la stratégie d'Ibrahim Traoré serait perçue comme un précédent crédible plutôt qu'une exception. Le scénario défavorable tient aux chocs externes. Une mauvaise saison climatique combinée à des pressions diplomatiques accrues pourrait fragiliser l'équilibre atteint. La réforme serait alors testée dans sa capacité à absorber une crise simultanée sans l'amortisseur des chaînes d'approvisionnement traditionnelles. Quel que soit le scénario, la clé analytique reste la même. Observer non pas la promesse politique, mais la résilience opérationnelle face aux imprévus. Pour le public, cette expérience ne se réduit pas à un cas africain lointain. Elle pose une question transversale. Jusqu'où une société accepte-t-elle de payer un coût immédiat pour réduire une dépendance structurelle? Les choix alimentaires, souvent perçus comme individuels, apparaissent ici comme des décisions collectives ayant un impact politique direct. Dans les villes, la réforme a rappelé la fragilité des circuits d'approvisionnement considérés comme acquis. Pour certains ménages, adapter leur consommation a signifié redécouvrir des produits locaux longtemps marginalisés. Pour d'autres, cela a impliqué une contrainte budgétaire réelle, rendant visible le lien entre politique nationale et quotidien domestique. Cette prise de conscience dépasse le Burkina Faso. Elle résonne dans toute société confrontée à des chocs logistiques ou géopolitiques. À un niveau plus symbolique, le cas burkinabé montre comment un récit partagé peut atténuer la perception du sacrifice. En transformant une difficulté en projet collectif, le gouvernement a modifié la manière dont l'effort est vécu. L'adhésion ne supprime pas le coût, mais elle en change la signification. C'est cette translation du calcul individuel vers le sens commun qui constitue l'un des effets les plus durables de la décision. À ce stade, la politique ne peut plus se contenter d'un élan symbolique. La feuille de route s'organise autour de quelques leviers concrets. D'abord, la structuration des savoirs. Identifier, formaliser et diffuser les pratiques agroécologiques qui ont fonctionné localement, afin de réduire les écarts entre régions. Ce travail de capitalisation conditionne la montée en compétences sans dépendance extérieure. Ensuite vient la coordination. L'État joue un rôle d'assembleur en reliant provinces excédentaires et zones déficitaires en synchronisant eau, semences et main-d'œuvre. Cette orchestration limite les ruptures ponctuelles et transforme la diversité territoriale en ressources. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point. La souveraineté alimentaire n'est pas l'autarcie, mais la capacité à organiser ses propres interdépendances. Le troisième levier est la mesure. Sans indicateur simple et partagé, la réforme risque de se diluer dans le discours. Rendement, disponibilité locale, stabilité des prix deviennent des outils de pilotage, non des slogans. Enfin, la temporalité compte. Fixer des étapes claires, évaluer régulièrement, permet de maintenir l'adhésion sans promettre l'impossible. Cette combinaison d'actions transforme une décision politique initiale en processus gouvernable, capable d'être ajusté sans renier son principe fondateur. Au terme de ce parcours, l'image revient à celle du champ évoqué plus tôt, travaillé à plusieurs mains, sans certitude mais avec constance. Ce rappel n'est pas anecdotique, il résume la logique d'ensemble. La réforme n'a pas promis l'abondance immédiate, elle a proposé une réappropriation progressive. Ibrahim Traoré a ancré ce choix dans une mémoire collective, reliant le geste présent aux pratiques d'avant la dépendance industrielle. Ce retour au sol n'est pas un simple symbole rural. Il sert de fil conducteur à une redéfinition de la dignité économique où produire moins mais décider plus devient un objectif assumé. Les difficultés n'ont pas disparu, mais elles sont intégrées au récit national, transformées en étapes plutôt qu'en échecs.
La phrase qui s'impose est courte et ferme. L'indépendance ne se décrète pas, elle se cultive. La trajectoire du Burkina Faso ne fournit pas de modèle prêt à l'emploi, mais elle ouvre un espace de discussion. Elle invite à interroger la manière dont les sociétés évaluent le progrès, non seulement en termes de volume ou de croissance, mais aussi de contrôle, de sens et de résilience. Ce déplacement du regard est peut-être l'héritage le plus durable de la séquence engagée sous Ibrahim Traoré, au-delà des chiffres et des débats diplomatiques. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais d'observer avec méthode. Quels coûts en sont visibles immédiatement, lesquels apparaissent plus tard, et comment un récit collectif influe-t-il sur l'acceptation de ces coûts? Ces questions dépassent le cadre agricole et touchent à toute décision qui rompt avec une dépendance installée. La discussion reste ouverte. Certains y verront un acte de courage politique, d'autres une prise de risque excessive. Entre les deux, il y a un fait. Un pays a choisi d'expérimenter à grande échelle en assumant l'incertitude. À partir de là, une question demeure, simple et inconfortable. Jusqu'où une société est-elle prête à aller pour décider par elle-même de ce qui la nourrit?